Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, veille des fêtes, on va parler du gaspillage alimentaire. Alors, pour plein de raisons. D'abord parce que arrêter le gaspillage alimentaire, c'est important pour la planète, mais aussi parce que les solutions qu'on imagine pour lutter contre ce gaspillage, elles permettent de faire non seulement de bonnes recettes, mais aussi des économies. Donc, quand on n'a pas beaucoup de sous, ça permet de trouver quelques solutions pour faire un beau dîner quand même. Donc, ça n'est que positif. C'est écologique, mais en plus, c'est inclusif. C'est-à-dire que ça peut aider aussi beaucoup de gens. On sait que de nombreuses classes, de nombreuses écoles, et peut-être vous aussi les enfants dans les familles, vous essayez de limiter le gaspillage alimentaire. Donc, on va entendre vos avis et vos idées sur le sujet. Et on a évidemment un invité génial pour discuter avec vous de tout ça et compléter avec ses connaissances à lui et ses conseils. C'est François-Régis Gaudry. Salut François-Régis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis enchanté de passer cette heure avec vous. Eh ben, nous aussi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle François-Régis Gaudry. J'ai 48 ans. J'ai deux enfants d'ailleurs, deux filles qui ont 17 et 13, presque 14 ans. Donc le gaspillage alimentaire, c'est aussi une question dont j'ai beaucoup parlé avec mes filles. Et je suis dans la vie ce que l'on appelle un journaliste gastronomique. Un journaliste gastronomique, c'est quelqu'un qui parle dans les médias, à la radio, à la télévision, dans les livres, autour des questions de l'alimentation, de la cuisine, de la gastronomie. Donc c'est vrai que le gaspillage alimentaire, il est évidemment au cœur des sujets que je traite au quotidien. Merci beaucoup. Alors, on a l'habitude traditionnellement au Conf Kids, on ouvre toujours les conférences en donnant d'abord la parole aux classes. Donc, on va vous poser une première question. Et si vous avez des réponses à nous donner, et il n'y a aucune mauvaise réponse, vous n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole au micro pour démarrer. La question est la suivante. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est le gaspillage alimentaire? Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est? Et vous pouvez tenter votre chance, même si vous n'êtes pas sûr, ça marche très bien. Alors, Naya Ludivine. La classe de Naïen Ludivine, on vous écoute. Il faut que vous réactiviez votre micro. Alors, on vous laisse trouver où se réactive. Ah, ça y est, super. On vous écoute. Le gaspillage alimentaire, c'est des aliments qu'on a goûté ou qu'on a mangé. Et après, quand ils sont encore mangeables, et au lieu de les laisser au frigo, et on les jette. D'accord. Merci on prend cette réponse. C'est top. Merci beaucoup. La classe de Marie Noéry. Attends, non, pas tout de suite. Mais Attends. L'école Montessori de Paris, on vous donne la parole juste après. Mais d'abord, la classe de Marie Noéry. Vas-y, Léo. Quand on mange et qu'après, on met à la poubelle. Et qu'après, On met à la poubelle. on met à la poubelle. Ça marche, on prend cette réponse. L'école Montessori de Paris, à vous. C'est un petit peu, par exemple, quand on mange et qu'on jette des choses, on peut le garder pour après. Par Ça exemple, marche. quand il Ça- mange, Ouais. il dit qu'il a toujours La dernière fois, faim, on avait alors fait une qu'après, il a petite faim. sur Il n'y a plus, de la Terre, les il y a planètes. plus autant de choses. Là, je vous ai inscrit, on s'est inscrit sur une conférence. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui ne le sait pas. Je sais. D'accord. Donc là, Hop, vous allez voir hop là, je l'ai qu'est-ce que attrapé. c'est que le gaspillage. Hop, je crois que je l'ai attrapé. Alors, on a effectivement, merci beaucoup d'avoir levé la main. On a plutôt parlé de ce qu'on a goûté, mangé et qu'ensuite on a jeté. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres réponses là-dessus? Par exemple, l'école Aubert, Madame Canava, je crois. Est-ce que vous avez d'autres réponses que ce qu'on a goûté, mangé et qu'on aurait jeté, par exemple? Non, il n'y a pas de réponse. Bon, on voit que vous êtes nombreux à lever la main, donc on sait qu'il y a de la réponse. François-Régis, est-ce que toi, tu peux nous donner une définition du gaspillage alimentaire, s'il te plaît? Et toutes les classes, vous inquiétez pas, on vous redonnera la parole tout à l'heure, on a plein de questions à vous poser. On l'a entendu à travers ces différentes réponses qui sont justes, à savoir que le gaspillage alimentaire, ça rassemble l'ensemble des nourritures qui sont soit fabriquées dans des usines, soit produites dans des fermes, dans des exploitations agricoles, soit des nourritures aussi qui sont prélevées dans la nature. Quand on pêche des poissons dans les océans, par exemple,
C'est de la nourriture qui est prélevée dans l'environnement. Et ces nourritures se retrouvent effectivement au bout de la chaîne à être jetées, perdues, euh, gaspillées. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, le gaspillage alimentaire, en plus, c'est quand même une réalité très importante parce qu'aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de tonnes par an de nourriture qui est gaspillée. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment des chiffres qui sont tout à fait énormes. Ça représente à la seconde 41 tonnes de nourriture qui est directement jetée. Donc, 41 tonnes, ça représente le poids de 8 éléphants par seconde. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Vous imaginez 8 éléphants. Et le poids de ces 8 éléphants, eh ben, c'est le poids en nourriture qui est jeté ou gaspillé. Alors, Déborah a raison. Vous avez plusieurs cas de figure dans le gaspillage alimentaire. Soit vous avez de la nourriture que vous avez entamée dans votre frigo, ou par exemple, vous décidez de faire cuire un poulet ou de cuisiner des légumes. Vous en mangez un petit peu, et puis l'autre moitié ou les 2 tiers de ce poulet ou de ces légumes, vous les laissez un peu traîner dans un coin de la cuisine ou au frigo, et puis vous vous rendez compte au bout de quelques jours qu'ils sont plus aptes à la consommation, et vous décidez de les jeter à la poubelle. Ça, c'est une forme de gaspillage alimentaire. Mais il y a aussi d'autres situations où il y a des denrées, des aliments, des ingrédients qui sont encore à l'état neuf et qui sont directement jetés parce que, par exemple, on se rend compte en ouvrant le frigo lorsque l'on prend son fromage que l'on a dépassé qu'on a dépassé la date limite de consommation. C'est un cas de figure qui peut arriver. Le gaspillage alimentaire, il peut se situer au bout de la chaîne, au niveau du consommateur, c'est-à-dire nous tous, qui gaspillons des denrées en jetant directement, par exemple, des produits emballés à la poubelle parce qu'encore une fois, la date limite de consommation a été dépassée. Mais il y a aussi tout un gaspillage alimentaire qui peut s'opérer au début de la chaîne, lorsque, par exemple, on fabrique des ingrédients. Vous avez la situation, par exemple, où un paysan, un agriculteur, cultive des légumes, des salades, des aubergines, des tomates dans ses champs à la campagne et qui a déjà vendu une grande partie de sa production au supermarché. C'est là où vous allez faire avec vos parents les courses en poussant votre caddie. Eh bien, il y a certains légumes qui doivent correspondre vraiment à des critères de beauté. Si vous prenez l'exemple de la pomme, pour qu'elle soit disponible sur les étals des supermarchés, par exemple, lorsque vous allez avec vos parents faire vos courses et que vous achetez des pommes, eh bien, elles doivent correspondre à une certaine taille, à une certaine forme. Et si tout d'un coup, le fruit est un peu abîmé parce que il y a eu, par exemple, de la grêle et que vous vous retrouvez dans le champ auprès du producteur avec des fruits qui ont des petits défauts ou des taches sur la peau, eh bien là, par exemple, comme le supermarché refusera d'acheter ces pommes pour les vendre ensuite à ses clients, eh bien le paysan n'a d'autre choix que de jeter sa production. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut apparaître scandaleux parce que on est dans une société qui est considérée, la France, comme un pays riche. Et imaginez que dans un pays comme la France, un tiers, c'est-à-dire en gros une banane sur 3, une pomme sur 3, un saumon sur 3, un poulet sur 3, un bol de riz sur 3, finit directement à la poubelle. Alors que par ailleurs, on sait que dans le monde, il y a encore évidemment des enfants, des familles, des hommes, des femmes qui non seulement ne mangent pas à leur faim, mais qui parfois peuvent être victimes de carences alimentaires ou peuvent être même victimes de famines qui sont très graves. Et au sein même de notre société, ça vous arrive certainement de constater, lorsque vous vous promenez à Paris ou dans les grandes villes et parfois même dans certains villages de France, vous avez effectivement des hommes et des femmes, des familles qui sont dans des situations de très grande précarité, qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir et qui par conséquent ne mangent pas à leur faim. Ça vous arrive par exemple quand vous prenez le métro à Lyon, à Bordeaux, à Paris, de vous retrouver avec des sans domicile fixe, des SDF qui font la manche, comme on dit, qui cherchent quelques euros pour s'acheter à manger, alors que les familles les plus riches en France se retrouvent dans des situations où leur frigo est plein d'aliments, d'ingrédients qui vont, pour une partie d'entre eux, finir
dans nos poubelles. Il y a donc quelque chose de tout à fait scandaleux. Et il y a quelque chose qui est d'autant plus scandaleux, en fait, c'est que l'on gaspille également de l'argent, évidemment. Lorsque l'on va acheter au supermarché des aliments, des plats cuisinés, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, des céréales, ça nous coûte quelque chose. Si vous allez faire les courses avec vos parents, vous vous rendez compte que votre papa, votre maman, ou si vous allez faire les courses avec votre grand frère, votre grande sœur, eh bien, à un moment donné, ils sortent de l'argent ou une carte bleue pour payer ce qu'ils ont acheté. Si vous imaginez qu'à la fin, un aliment sur 3 va finir directement à la poubelle et va pas servir à nous nourrir, alors que c'est évidemment la vocation des nourritures que vous achetez dans les commerces, eh bien, c'est de l'argent que vous jetez directement par les fenêtres. Donc, il faut donc réfléchir à cette situation incroyable, même scandaleuse, qui consiste à jeter une partie de la nourriture que l'on produit. Et j'ajouterais une chose, c'est d'autant plus scandaleux que vous savez qu'on vit dans une planète qui, par ailleurs, est en souffrance. On est près de 9 milliards d'individus qui vivons sur Terre. On sait que les ressources de la planète Terre sur laquelle nous vivons sont limitées. On sait qu'aujourd'hui, on a un problème de dérèglement climatique qui va provoquer évidemment des crises humaines, des crises météorologiques, des aléas climatiques qui vont faire du mal à l'humanité. Lorsque l'on produit de la nourriture pour nourrir autant d'êtres humains sur Terre, on sait qu'il faut dépenser de l'énergie. Lorsque vous avez par exemple l'agriculteur qui va produire vos salades, vos fruits, qui va élever des animaux que l'on va manger, eh bien c'est de l'énergie que l'on dépense. Quand on cultive par exemple des légumes ou quand on cultive des vergers, c'est-à-dire des arbres fruitiers, quand vous mangez des cerises, des prunes, des pommes, des poires, vous cultivez des arbres qui vont vous donner ces fruits à la campagne. Et le plus souvent, vous utilisez de l'eau pour faire grandir et faire croître les arbres, faire mûrir les fruits qui vont être cueillis et ensuite distribués dans les commerces, les supermarchés, les épiceries. Donc cette eau, on sait qu'aujourd'hui, elle est précieuse. On sait que l'eau, on est en train d'en manquer, ne serait-ce que par rapport au réchauffement climatique. Aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler pendant l'été, ceux d'entre vous qui ont la chance de partir en vacances, parfois vous partez en vacances dans des zones où il y a de la sécheresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez d'eau et que par conséquent, on est obligé de rationner cette ressource qui est très précieuse. On sait par ailleurs que lorsque l'on fabrique des aliments, alors dans une usine ou même aussi dans les champs à la campagne, on utilise de l'énergie. Quelle énergie, par exemple? Vous avez, prenez le cultivateur qui fait pousser des céréales comme du blé, et ce blé, qui va être ensuite moulu en farine, va servir à fabriquer du pain. C'est tout, le pain, les viennoiseries comme les pains au chocolat ou les croissants que vous trouvez dans la boulangerie du coin de la rue, eh bien, imaginez bien que ce pain, il est fait à partir de farine, et cette farine, elle est fabriquée à partir de blé ou de céréales qui sont cultivées par des paysans. Pour cultiver du blé, non seulement il faut aussi de l'eau, mais il faut également de l'énergie. Pourquoi il faut de l'énergie? Parce qu'en général, on ramasse à la fin de l'été les céréales avec des tracteurs que l'on appelle la plupart du temps des moissonneuses-batteuses et qui, elles, fonctionnent avec du carburant, de l'essence. Et on sait que le carburant, l'essence, comme ce carburant que vos parents mettent dans leur voiture, s'ils ont une voiture, eh bien, c'est de l'énergie. Ce sont des ressources fossiles que l'on a transformées. Tout cela pour dire que tous les produits, les nourritures que l'on gaspille, que l'on jette à la poubelle, ce sont aussi de l'énergie qui est dépensée pour rien et de l'eau qui est gaspillée pour rien. Et en plus, on mobilise des terres agricoles, c'est-à-dire des grands champs, que l'on utilise, que l'on exploite pour pas grand-chose. Il faut donc absolument réfléchir à notre comportement et notre alimentation. Merci. Se nourrir au quotidien, c'est essayer d'utiliser toutes les ressources que l'on achète. Merci beaucoup, François Gisard. Je vais rebondir sur tout ce que tu viens de dire. La première chose, alors, je voudrais qu'on revienne sur qui est responsable du gaspillage alimentaire.
Tu parlais tout à l'heure de cette avalanche, en fait, entre la partie où on produit, où potentiellement à ce moment-là, on va perdre, ensuite une partie où on transforme les produits qu'on a recueillis, où là, on va à nouveau perdre de la matière. Ensuite, où on distribue ce que tu disais, les fruits et légumes moches. On a vu des campagnes du gouvernement là-dessus, les fruits et légumes moches, qui du coup sont jetés. Et puis à l'arrivée, excusez-moi, décidément, la consommation où nous-mêmes, nous, chaque personne qui est ici, on gaspille en fait 33% de la consommation. Donc nous, ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir à cette partie-là, la partie sur laquelle on peut jouer, c'est-à-dire la consommation. Mais sachant que si on consomme différemment, bah, on va pouvoir remonter la chaîne et que la production, la transformation et la distribution, bah, ça va se modifier. Sinon, au bout de course, on consomme différemment, puisque quand c'est produit pour nous. Donc, si on consomme différemment, on produit aussi différemment. Alors, je voudrais revenir sur Margot, s'il te plaît, sur les déchets, la troisième diapo, sur la définition du gaspillage alimentaire, sur les différents déchets. Parce que, comme tu le dis, François-Régis, en fait, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et pour pouvoir faire attention à ce qu'on fait, il faut d'abord qu'on analyse un petit peu ce qu'on a dans nos assiettes. Et puis, on va voir après différentes méthodes de différentes classes. Donc, il y a les déchets qui sont inévitables. Par exemple, c'est ça, François-Régis, les pots de banane, les épluchures, les sachets. Il y a effectivement du gaspillage, il y a des déchets alimentaires, c'est-à-dire tout ce que l'on met dans nos poubelles, que l'on ne peut pas consommer. C'est effectivement, bah, vous le voyez, un sachet de thé. Le thé, on l'a fait infuser pour se préparer une boisson chaude. Et ensuite, le petit sachet de thé qui reste, eh bien, forcément, il finit à la poubelle. La peau de banane, moi, je connais quelques recettes pour éventuellement manger des peaux de banane, mais il faut quand même la cuisiner avec un certain nombre d'efforts. C'est pas forcément facile. La plupart du temps, on acceptera évidemment, une fois qu'on a mangé la banane, c'est-à-dire le fruit qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe jaune, bah, l'enveloppe jaune, elle finit à la poubelle et c'est bien normal. Là, vous avez également une photo de petit os de poulet. Bah, là aussi, évidemment, on n'est pas, entre guillemets, des animaux. Peut-être que si vous avez un chien ou un chat, ils peuvent se régaler avec ces petits os de poulet, mais l'homme ne mange pas les os de la viande qu'il consomme. Par conséquent, ces petits os, ils finissent aussi à la poubelle. Tout ça pour dire qu'il y a tout un ensemble, évidemment, de déchets qui sont totalement inévitables. Ensuite, vous avez une petite catégorie intermédiaire de ce que l'on pourrait appeler les déchets potentiellement évitables, c'est-à-dire les déchets que l'on pourrait éventuellement réutiliser en cuisine et consommer. Et là, je vous donne quelques exemples. La croûte de pain ou les fans de radis. Parce que la croûte de pain, parfois, ceux d'entre vous qui mangez du pain, vous aimez bien la petite mie qui est à l'intérieur parce que ça a une texture très agréable, très moelleuse. Et puis, parfois, vous n'aimez pas trop le bout du pain parce que c'est un quignon qui est un petit peu dur et vous préférez l'écarter et le laisser de côté. Bah ça, on peut considérer que on pourrait éviter de jeter ces morceaux de pain qui restent, ou quand vous savez, quand vous avez mangé à la maison, bah pour saucer la sauce de votre plat, vous utilisez du pain, et puis évidemment, comme vous avez pris une tranche dans la corbeille à pain, il reste la moitié de la tranche. Lorsque vous débarrassez la table, il reste la moitié de la tranche sur la table. Eh bien, ce morceau de pain, on se dit qu'on pourrait éviter de le jeter à la poubelle parce qu'avec du pain qui reste, on peut faire des choses très intéressantes et on peut faire notamment des recettes qui sont tout à fait faciles et très nourrissantes. Est-ce Vous avez les- que, François-Régis, est-ce que le pain, on peut le composter? Parce qu'il y a une classe, l'école de base encore, qui nous dit nous avons des composteurs pour tous les déchets végétaux. Le pain, ça se composte ou pas? Ça se composte, mais avec modération. Alors moi, le compost, je suis un expert du compost parce qu'entre guillemets, depuis plusieurs années maintenant, j'ai la chance d'avoir un balcon dans mon appartement à Paris. Je vis près de la place de Clichy à Paris et on se dit, bah oui, comment on peut composter des aliments organiques dans un composteur sur son balcon? Bah, c'est tout à fait possible. J'ai acheté en fait un composteur qui ressemble à une espèce d'énorme tube et je mets à l'intérieur du compost, c'est un lombricomposteur, c'est-à-dire que c'est en fait une maison, un hôtel pour vers de terre. Et ces vers de terre que j'élève entre guillemets chez moi, eh bien, se nourrissent et se régalent de tout ce que je leur donne à manger. C'est-à-dire, par exemple, des pelures de pommes de terre, des déchets de légumes ou de fruits. Le pain, on peut leur en donner au vers, mais avec modération. C'est-à-dire que si on leur en donne trop, ça peut déséquilibrer le milieu parce qu'il faut quand même que les vers vivent dans un biotope, dans un environnement assez équilibré. Il faut d'ailleurs
ne peut pas leur donner uniquement des pelures de fruits et de légumes ou des restes de salade. On doit leur donner aussi un petit peu de carton et de bois. Ils doivent en manger, alors pour des détails que je ne peux pas expliquer, mais globalement, il faut trouver un équilibre pour nourrir ces vers. Ces vers vont grignoter tous les restes que je leur donne après les repas, des restes que je ne peux pas consommer, qui sont des pelures de légumes, de fruits, etc. Et ensuite, ces lombricomposteurs vont digérer toutes les matières que je leur donne à manger et vont en quelque sorte produire eh bien, une matière organique qui est un terreau, qui est une excellente terre que je mets ensuite dans mes plantes à la maison, mais également dans mes jardinières, parce que j'ai pas mal de fleurs sur mon balcon à Paris. Et ce terreau, cette terre fraîche, est remplie de nutriments qui vont rendre mes fleurs et mes plantes beaucoup plus fortes. Tout ça pour dire qu'on peut mettre un petit peu de pain, mais sans trop en abuser. Ok, merci. Alors, on continue, on va terminer justement avec donc, les déchets évitables. Et les déchets évitables, c'est tout ce que l'on jette et que l'on pourrait carrément consommer sur le moment ou que l'on pourrait conserver dans son frigo et continuer à consommer. Il nous arrive par exemple de cuisiner un steak haché de bœuf en trop. On est 4 à table, on se dit qu'on va avoir un peu faim, bah tiens, on décide finalement d'en cuire dans une poêle 6. Et puis finalement, tout le monde mange son steak haché. Et puis, après avoir mangé un steak haché, on se dit qu'on a assez faim. Mais alors, que fait-on des 2 steaks qui restent et que l'on a cuit? Parfois, on le laisse au frigo en espérant le consommer le repas d'après ou le lendemain. Et puis, la plupart du temps, on se rend compte que cette assiette avec son steak haché cuit traînaille dans le frigo et ça va finir à la poubelle au bout de quelques jours. Et puis, parfois, on se dit, ah ben, on va quand même le laisser de côté et puis on va réutiliser cette viande hachée pour faire, par exemple, une sauce bolognaise ou pour faire des lasagnes. Et puis, entre ce que l'on a envie de faire et ce que l'on fait vraiment, on se rend compte qu'il y a un peu un décalage et malheureusement, la plupart du temps, ces ingrédients restent vraiment gaspillés. Alors, Tout on ça nous pour dit, dire on nous que dit qu'on peut les donner aux animaux et c'est drôle parce que les enfants disent souvent qu'on peut les donner aux poules. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui vivent dans des milieux ruraux. on peut les donner aux poules, ils ont parfaitement raison. Moi, j'ai la chance d'avoir un chien et un chat aussi dans mon appartement à Paris. Et très souvent, lorsque l'on cuisine un petit peu plus de viande que prévu, évidemment, pour éviter de la jeter, on préfère la mettre dans la gamelle du chien qui va se régaler avec une viande de bœuf, tout simplement. Mais c'est vrai que les tranches de pain qui n'ont pas été entamées, les steaks qui n'ont quasiment pas été entamés, la petite pomme, vous savez, quand vous avez, comme chez moi par exemple, cette corbeille de fruits, et puis vous vous rendez compte qu'il y a des clémentines ou des pommes ou des poires qui font un peu la tête parce qu'elles commencent légèrement à flétrir avec la chaleur des maisons et des appartements, vous vous rendez compte que le fruit n'est pas forcément aussi beau que lorsque vous l'achetez chez votre primeur ou au supermarché. Eh bien, très souvent, malheureusement, on a tendance à prendre cette pomme qui commence un tout petit peu à pourrir et à la mettre directement à la poubelle. Il y a des solutions pour les consommer et pour ne surtout pas les gaspiller. Donc ça, c'est ce que l'on appelle vraiment le gaspillage évitable. Merci beaucoup, François-Régis. Alors, déjà, à ce stade, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire là? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Alors, on va… donc, toi, tu es un spécialiste, François-Régis, et du coup, tu as plein de solutions en matière de recettes. Moi, je voudrais remonter un petit peu en amont avant que nous-mêmes, on devienne des spécialistes. Pour savoir, en fait, ce qu'on peut faire, il faut d'abord essayer d'analyser, de comprendre déjà ce qu'on fait. Et je vais donner la parole aux éco-délégués de l'école Bouscoura 2 à Casablanca, qui vont nous montrer, en fait, ce qu'ils ont mis en place dans leur école pour justement traquer le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous êtes là, l'école de Bouscoura 2? Est-ce que vous êtes bien ici? Et après, on va voir une petite vidéo autour de balance connectée dans une école maternelle de Toulouse. Toulouse, qui est la ville qui nous invite aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Merci à la ville de Toulouse de nous offrir cette confiture. Bouscoura 2, est-ce que vous êtes là? Non. Bon, alors, en attendant, Si, c'est bon. je vous vois. Salut les éco-délégués, bienvenue. Vous allez bien? Oui. Vous êtes un peu impressionnés? Ouais, vous avez raison, c'est un peu impressionnant, mais en fait, on est en famille. Alors, racontez-nous, on vous laisse partager vos connaissances. Bonjour à tous, nous sommes les éco-délégués de l'école de Bouscoura 2 au Maroc, à Casablanca.
Nous avons travaillé sur le gaspillage alimentaire et en faisant des pesées sur le reste des plateaux, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire dans nos cantines. Suite à ce constat, nous avons mené notre petite enquête pour en aider. Parlez un tout petit peu moins vite parce que c'est hyper intéressant et quand vous parlez vite, on vous entend pas très bien, s'il vous plaît. En fait, il y avait des diapos qui devaient être projetés pour qu'ils puissent expliquer les travaux réalisés, en fait. Ah, et vous les avez pas? Vous voulez que je vais les partager. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, je vais vous les partager moi. Tac. On commence? Bonjour à tous, nous sommes Voilà. Bonjour à tous, nous sommes les éco-délégués de l'école Bosco-Radio au Maroc à Casablanca. Nous avons travaillé sur le gaspillage alimentaire et en faisant des pesées, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire dans notre cantine. Merci. Suite à ce constat, nous avons mené une petite enquête pour en connaître un peu plus les raisons et des petites choses comme ça. Et nous avons découvert que certains plats étaient préférés à d'autres, ce qui nous a permis de modifier les menus de la cantine pour diminuer le gaspillage. Pour continuer à ce qui a été dit, il n'y a pas que le gaspillage alimentaire, il y a aussi le gaspillage de l'eau et de l'utilisation des bouteilles en plastique. On a trouvé un remède à cela, on a installé dans notre cours de récréation des fontaines à eau et avec des gobelets recyclables pour éliminer les gaspillages des bouteilles en plastique. Suite à cette enquête, nous avons déterminé les raisons de ce gaspillage. C'était le visuel et la représentation des glaces. C'est pas beau à voir. Le goût, c'est pas bien. Le manque de temps, on n'avait pas assez de temps pour manger. Nous sommes en train de mettre en place des solutions et refaire la possible pour voir que nos actions ont été efficaces. Génial. Bon, bah voilà. Merci beaucoup, les enfants. Vous êtes au top. Voilà un exemple justement pour analyser, pour piloter, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les assiettes. Alors, on nous demande, le CM2 du Grand Châtelet nous dit, est-ce que l'eau, ça se gaspille? Bah oui, c'est ce que François Régis aussi disait tout à l'heure, aussi bien au moment de la production que de la transformation et ensuite de la consommation. En effet. Est-ce qu'on peut voir aussi la vidéo, Margot, de la balance connectée de cette école maternelle à Toulouse? Et puis ensuite, on va prendre quelques questions parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites dans le chat et je vais laisser la parole à François Régis après. Alors Ismaël, on t'écoute. Les petites balances connectées, qu'est-ce que tu aimerais en dire? Ça sert à jeter le gaspillage. Combien il y a de balances, tu sais? On met dans 4 balances. 4 balances, très bien. Et alors, est-ce qu'on met la viande et les légumes tout en même temps? Non, on met dans différentes balances. Très bien Léo, merci. Alors effectivement, les balances connectées, ben, on a vu que ça permettait vraiment de piloter sa consommation et surtout son gaspillage. François Régis, est-ce que par exemple les balances connectées, c'est une pratique que tu connaissais? C'est une pratique qui est en expérimentation et dans un endroit où je travaille, qui est la Maison de la Radio, qui est un grand bâtiment qui héberge différentes radios, France Inter, France Info, France Culture, qui sont des radios de service public. Là, il y a 5000 employés. Et dans un réfectoire où il y a 5000 employés, il y a effectivement des balances connectées pour apprendre à moins gaspiller. Parce que c'est vrai que c'est, notamment dans la restauration collective, un immense problème de voir ces assiettes qui sont à moitié pas finies, avec de la viande, des légumes, des céréales qui restent dans une assiette, qui sont portés aux déchets sur un plateau et qui finissent directement dans les poubelles. Donc c'est vrai qu'il faut trouver des solutions pour rendre notre consommation plus adaptée à nos besoins. Très souvent, lorsqu'on va à la cantine, on a tendance à se dire « Oh là là, j'ai très faim », on remplit son plateau, on met une entrée, puis on se dit « Ah ben, je vais encore avoir faim, donc on va mettre une deuxième entrée ». Et puis, on va dire « Ah non, mets-moi beaucoup de frites parce que j'ai très faim ». Et puis, en fait, à l'arrivée, on se rend compte qu'on n'arrive pas forcément à manger autant qu'on l'espérait.
c'est ce qui s'appelle avoir les yeux plus gros que le ventre. Et quand on a les yeux plus gros que le ventre et qu'on repart de la cantine ou du réfectoire avec un plateau où il reste encore des denrées tout à fait utilisables, c'est quand même très dommage, quoi. Alors, on nous pose une question très simple à laquelle je vais répondre vite fait. On nous demande d'où vient la définition du gaspillage alimentaire qu'on a dit tout à l'heure. C'est défini dans la loi du 11 février 2020. Voilà, si vous voulez la retrouver. Alors, on nous pose des questions que je vais donc te partager. D'abord, il y a l'école Massignon qui a levé la main. Donc, Massignon, on vous écoute. Réactivez votre micro et c'est à vous. Ma question, comment nous pouvons créer un compost? Ah, comment on peut créer un compost? Il faut acheter un compost. On nous a demandé tout à l'heure une image de compost. Je te laisse en parler, François-Régis. Je vais leur trouver une image de compost à leur partager. Pour le coup, un compost, c'est quelque chose qu'on peut aménager facilement à la maison. Il faut imaginer une espèce de grosse boîte. Alors, ça peut être en plastique ou ça peut être en bois. Parfois même, si vous avez un papa ou une maman bricoleur ou bricoleuse, vous pouvez, un dimanche, si vous avez le temps, voilà, faire vous-même ces espèces de bacs. Et vous le constatez, dans ces boîtes, vous mettez vos déchets organiques, c'est-à-dire quand vous faites par exemple une tarte aux pommes et qu'il vous reste des pelures de pommes, eh bien ça, tous ces déchets organiques, ces pelures de pommes de terre, quand vous faites par exemple des frites, il reste la peau de la pomme de terre. Là aussi, vous pouvez mettre ces déchets dans le compost et ensuite vous achetez des vers de terre et le ver de terre va décomposer la matière organique et transformer tous vos déchets alimentaires et surtout les déchets végétaux en, comme je vous le disais, une espèce de terreau qui est ensuite une terre que vous pouvez remettre dans la nature ou que vous pouvez utiliser pour vos plantations à la maison, vos plates-bandes fleuries, vos arbres fruitiers, vos fleurs d'appartement, enfin vos plantes d'intérieur. C'est aussi tout à fait possible. Et là, vous le voyez, ce qui se passe. Tout en haut, sous le couvercle, vous mettez les restes de salade, les pelures de fruits, etc. Et ensuite, peu à peu, les petits vers que vous voyez dans les étages précédents, ils vont grimper jusqu'à la surface pour se nourrir de toutes ces matières organiques, donc essentiellement des matières végétales, hein. On peut mettre un tout petit peu de viande, mais avec beaucoup de modération. On peut mettre un petit peu de pain. On peut mettre aussi quelques coquilles d'œufs. Là, on en voit d'ailleurs, parce que les vers aiment bien aussi les coquilles d'œufs, parce que la coquille d'œuf, en fait, elle est calcaire, ça veut dire qu'elle contient beaucoup de calcium, et ce calcium, il va permettre justement de combattre l'acidité qui peut parfois se développer en fait dans ce terreau. Donc les coquilles d'œufs de temps en temps, c'est bien. Par contre, si vous voulez vous lancer dans le compostage à la maison, c'est super intéressant. Moi, j'adore faire ça, je le fais depuis plusieurs années à Paris. Vous évitez tout ce qui concerne les agrumes, c'est-à-dire les oranges, les citrons, etc. Ça, vous ne les mettez pas dans le composteur parce que ça agresse les vers de terre. Et vous évitez également tout ce qui est de la famille des oignons et de l'ail, parce que l'oignon et l'ail sont ce que l'on appelle vermifuges. Ça veut dire que ça a tendance à tuer les vers. Donc, on met tous les légumes et tous les fruits, sauf les agrumes et sauf tout ce qui fait partie de la famille des oignons et de l'ail. Alors, les élèves du 31 souhaiteraient connaître le fonctionnement précis des balances connectées. On va y revenir juste après, je vous rassure. L'école Marie-Noëri, la classe Marie-Noëri, vous avez levé la main, on vous écoute. Vous y arrivez? Je vois que vous avez essayé aussi tout à l'heure. Ça marche là? Oui. Allez, on vous écoute. Rapproche-toi. Est-ce que le gaspillage alimentaire s'aggrave? Ah, très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, le gaspillage alimentaire, malheureusement, a tendance à s'aggraver. Les chiffres ne sont pas très encourageants, malheureusement, même si par ailleurs, je dois avouer qu'il y a globalement dans l'opinion publique, c'est-à-dire dans toutes les populations en France, mais aussi à l'étranger, et par les pouvoirs publics, c'est-à-dire avec les politiques qui nous gouvernent, il y a quand même une prise de conscience. Il y a une volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui vivent à Paris, vous avez peut-être entendu parler d'une grande initiative qui est en train d'être pilotée par la mairie de Paris et qui consiste à installer d'ici 2 ans dans de très nombreuses rues à Paris, près de, le chiffre n'est pas vraiment exact, mais en tout cas des centaines de bacs à déchets.
à biodéchets. Ça s'appelle des bacs à biodéchets. Ça veut dire que d'ici quelques temps, lorsque vous vivez à Paris, vous aurez la chance d'avoir, à moins de 3 minutes à pied, un récipient, une borne qui vous permettra d'aller jeter vos déchets. Alors, ces déchets, ils ne seront pas destinés en fait à du compost, comme le système que je vous ai expliqué avec les vers de terre, mais ce biodéchet, il sera destiné à produire ce que l'on appelle du biométhane. En gros, je vous explique le principe. Ça, c'est une autre solution pour recycler nos déchets alimentaires. C'est que vous mettez la viande qui reste, les déchets végétaux, les restes de légumes, etc., tous les restes des plats que l'on a cuisinés, ils vont être transformés dans une usine à une température de 37 degrés, donc c'est à peu près la température de votre corps, sans oxygène, donc sans l'air que l'on respire. Et tous ces matériaux, par la chaleur, vont développer un gaz qui s'appelle le méthane. Et ce méthane, c'est une nouvelle énergie, une énergie renouvelable et très intéressante, qui va notamment servir de carburant au transport en commun à Paris, comme les bus. Vous avez des bus aujourd'hui à Paris qui roulent, non pas avec de l'essence ou avec du diesel, etc., mais avec du méthane. Et ce méthane, eh bien, c'est très souvent, en fait, un gaz qui est issu de la transformation des déchets alimentaires par le processus que l'on appelle méthanisation. Donc, tout cela pour dire que oui, on continue à gaspiller, mais il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a une prise de conscience et que même les gouvernants, les pouvoirs publics prennent ou essayent de prendre en tout cas cette question à bras-le-corps. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais laisser à une classe le temps de se préparer. S'il y a des classes qui utilisent des balances connectées, on va avoir des questions à vous poser. Mettez-moi un petit mot dans le chat pour vous signaler, parce qu'on nous pose plein de questions là-dessus. Donc, on voit déjà qu'il y a des classes qui ont l'intention potentiellement de s'y mettre. Je vais y arriver, décidément. Margot, est-ce que tu peux nous partager la slide 8? Dans cette idée justement de bien comprendre tout ce qu'on fait aujourd'hui et justement d'aller vers un mieux et d'éviter que le gaspillage n'augmente, comme on vient d'en parler, on a récupéré ces infos de Too Good To Go sur les aliments les plus gaspillés par les Français. François-Régis, est-ce que tu veux commenter un petit peu ces informations? Oui, on se rend compte, moi c'est vrai que depuis le début de cette conférence, je parle beaucoup des légumes. Malheureusement, les légumes, c'est souvent des aliments que l'on gaspille, tout simplement parce que les fruits et les légumes que vous achetez, ils ont une durée de vie assez limitée. Il est vrai que quand vous achetez une salade, au bout de 2 jours, si vous ne la conservez pas bien dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, très souvent, vous vous rendez compte que la salade, elle commence à faire un peu la gueule, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'elle commence un peu à piquer du nez avec ses feuilles qui commencent à faner et vous n'avez plus tellement envie de la manger, cette salade. Donc là, ça interroge aussi notre manière d'acheter évidemment les fruits et légumes. Parfois, on a tendance à remplir notre caddie, notre panier, à trop en acheter. Et ensuite, ce sont des denrées qui, malheureusement, ont une durée de vie très faible, seulement de quelques jours, et qui finissent au bout d'une semaine à la poubelle. Donc, les légumes, c'est effectivement, comme vous le voyez, 31%, c'est-à-dire un tiers des aliments que l'on gaspille en France. Mais vous avez aussi, évidemment, les boissons, ça c'est très important. Souvent, ça vous arrive. Lorsque vous achetez une boisson que vous voulez découvrir, comme un soda ou comme ça peut être de l'ice tea ou ça peut être tout type de boisson que vous achetez quand vous fêtez votre anniversaire, par exemple, vous ouvrez des bouteilles et puis vous vous retrouvez avec 4, 5 bouteilles de jus de fruits ou de boissons ou de soda qui sont ouvertes, c'est-à-dire dont vous avez retiré le bouchon et puis qui, du coup, s'altère un peu avec le contact de l'air. Même lorsque vous mettez vos boissons au réfrigérateur, vous vous rendez compte que parfois vous les oubliez un peu dans un fond de frigo et vous ne pensez plus à les boire. Et ces bouteilles qui sont parfois pleines de 2 tiers, elles finissent là aussi à la poubelle. Il faut évidemment s'interroger lorsque l'on ouvre un emballage, s'interroger sur l'usage alimentaire que l'on va en faire. Lorsque l'on ouvre une pizza, est-ce qu'on va manger l'intégralité de la pizza ou est-ce qu'il y a la moitié de cette pizza là encore qui va finir dans nos déchets? Il faut vraiment prendre conscience de toute cette nourriture qui est produite spécialement pour nous nourrir, produite aussi par des producteurs, par des gens dont c'est le métier,
Et il faut donc évidemment faire attention à être le plus économe et le plus sobre. Manger, mais manger sans gaspiller. Alors, on va regarder les astuces dans pas longtemps. Je voudrais juste montrer une petite vidéo encore d'une école maternelle de Toulouse qui a trouvé une solution effectivement pour les fruits et les légumes. On pense à Bouskoura aussi, à l'école de Bouskoura 2, qui, elle, par exemple, notamment, a fait un gros travail aussi donc sur la nourriture, mais aussi sur l'eau, puisqu'ils ont remplacé par des fontaines à eau les bouteilles. On nous demandait est-ce que l'eau, ça peut se gaspiller? Bah oui, malheureusement. Alors, est-ce qu'on peut voir, Margot, s'il te plaît, la vidéo sur le déshydratateur qui est tellement mignonne. Allez. Paola, Mira, Philippine, Tolosa. On est au clavier Fontanier. On a fait des kiwis avec des pommes. C'est figé, là, la vidéo, je crois. La vidéo, c'est figé. Ça avait l'air de remarcher. Et après cette vidéo, on va vous donner la parole à toutes les classes qui ont levé la main. Classe 31, La Ferté-Alais, l'école Brémont, Aïnin Ludivine, Mathieu, etc. Préparez-vous. Dans quelques instants, ça va être à vous d'échanger directement avec François-Régis. Paola, Mira, Philippine, Tolosa. On est au clavier Fontanier. On a fait des kiwis avec des pommes. Sur ce plateau-là? Oui. Ok. Et ensuite, le plateau, vous l'avez mis où? Sur le déshydratateur. Et qu'est-ce qui fait le déshydratateur du coup? Il sèche. Il sèche quoi? Les fruits. Super. Donc, en fait, voilà, il y a des solutions aussi qui peuvent se trouver dans les outils qu'il y a autour de nous, comme par exemple déshydrater les fruits et les légumes si, par exemple, vous n'avez pas de compost dans un premier temps. Alors, on va donner la parole à Clotilde Frémont, la classe de Clotilde Frémont, c'est à vous. Je vois que vous êtes devant la caméra, vous êtes prêtes, vous êtes au taquet, on est avec vous. Salut les filles, je vois que des filles. Coucou, on vous écoute. Allez les filles. Oui, c'est oui. Alors, pour les balances connectées, on les a mis en place pour savoir combien de kilos on gaspille chaque jour. Puis après, on l'envoie à la mairie de Toulouse. Est-ce qu'on peut mettre des sucreries dans les balances connectées? Il y a le CM2B de Calmette qui nous a posé la question. Alors, il y a entrée, accompagnement, il y a sans viande, avec viande. Et après, il y a la poubelle normale où on met le pain et les céréales. Et les pots de yaourt. Bah, c'est canon, bravo. Et toute l'école s'y est mise, du coup? C'est à la cantine, donc c'est toute l'école. Et vous en avez parlé à d'autres écoles aussi? Vous avez réussi à convaincre d'autres écoles de le faire? On est 340 dans l'école. D'accord. Bon, je suis sûre qu'aujourd'hui, vous aurez convaincu plein de classes de se mettre aux balances connectées. Bravo les filles, bravo l'école Paul Bert de Toulouse. Merci. Les CM2 du Grand Châtelet à Grenoble, à vous. Et après, ce sera à l'école qui s'appelle Mathieu. Préparez-vous. CM2 du Grand Châtelet, on vous écoute. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas redistribuer les aliments qui ont dépassé la date La date limite de consommation. Dans les magasins. Ouais. Merci beaucoup pour cette question. Heureusement, il y a de très nombreuses associations qui travaillent justement sur la redistribution à des personnes prioritaires qui sont en général en situation d'exclusion ou de grande précarité, la redistribution d'invendus alimentaires. Ça, c'est quelque chose qui, heureusement, permet d'offrir une seconde vie à des aliments qui sont en général destinés à être jetés. Merci. Alors, on a une question. Est-ce que les légumes congelés sont conseillables justement pour éviter le gaspillage et pour consommer toute l'année? Je suis cuisinière et je me demande pour mon fils à qui je fais à manger de saison au possible, mais parfois il a envie de courgettes, d'aubergines, etc. Et après, on donnera la parole au CM École Beaunour. Préparez-vous. C'est une solution. Congeler des aliments, c'est aussi, il faut le savoir, une dépense d'énergie. Pour congeler des aliments ou des légumes, il faut évidemment produire du froid. Et quand on produit du froid, on dépense de l'énergie et de l'électricité à la maison. Donc ça, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il y a plus d'énergie que de manger des légumes frais. On consomme plus d'énergie. Toutefois, je préfère largement que l'on consomme des légumes qui sont congelés et c'est finalement une façon de les conserver, de ne pas les jeter, plutôt que d'acheter évidemment des légumes et des fruits qui sont frais et d'en jeter un tiers à la poubelle. Donc oui, la congélation peut être une solution tout à fait acceptable. Merci beaucoup. La classe Mathieu. Salut, jeune fille.
On t'écoute. Ah, on t'entend pas. Ah, je vais demander à ton enseignant ou ton enseignante de répéter ce que tu as dit. On fait moins attention à ce qu'on mange. Est-ce qu'on fait moins attention à ce qu'on mange aujourd'hui, François-Régis? Merci. Oui, on a tendance à faire moins attention à ce qu'on mange, exactement, tout simplement parce que aujourd'hui, désormais, l'alimentation est très souvent produite dans des grandes usines, très souvent distribuée dans des supermarchés, et on a aujourd'hui un peu de mal à se rendre compte de la valeur de ce que l'on achète pour notre alimentation. Et c'est ça aussi le problème. Et je pense qu'une des solutions pour qu'on fasse plus attention à ce que l'on mange, c'est qu'on essaye aussi, autant que possible, dans les villes et dans les campagnes, de se tourner vers des productions les plus locales possibles, en essayant d'aller les acheter quand c'est possible directement à la source, chez celui qui l'a produite. Peut-être que certains d'entre vous, les enfants, ça vous est arrivé d'aller à la campagne ou de vivre à la campagne et d'aller directement acheter vos fruits et légumes chez un maraîcher, chez quelqu'un qui les produit directement. Lorsque vous rencontrez cette personne, que vous discutez avec lui sur ses différentes variétés de salades, sur la difficulté de son travail, sur les saisons, et que vous avez un dialogue, un contact direct avec ces producteurs, tous ces paysans qui nous nourrissent, eh bien, c'est aussi une très bonne façon de se sensibiliser et de se rendre compte de la valeur des choses. Moi, très souvent, je vais directement acheter à la source, quand j'en ai la possibilité, c'est pas forcément plus cher en plus, des légumes qui sont directement produits par des maraîchers, des arboriculteurs, des paysans. Et là, je discute avec eux. Et le fruit de leur travail, c'est justement les légumes que vous leur achetez. Et c'est une très bonne façon de prendre conscience de la valeur de ces aliments. Et vous les jeterez beaucoup moins facilement. Bon, génial. Merci François-Régis. Alors, on va passer un petit peu maintenant à la partie conseil. Gardez les mains levées, hein. On va encore garder quelques minutes pour les questions. Je vais appeler l'école Martel. On vous écoute l'école Martel et après on donnera la parole au CM école Bonneau. Comme j'ai dit tout à l'heure, préparez-vous. L'école Martel, vous êtes là? Allez, on vous écoute. Quel conseil vous pourriez donner pour éviter le gaspillage alimentaire? Bonjour à tous et à toutes. Nous, on a fait aussi l'éco-délégué mission cantine et on va vous présenter la mission cantine. La mission cantine existe depuis l'an dernier. C'est notre maîtresse qui a eu l'idée et l'a proposée à Monsieur Perrin, le responsable de la cuisine centrale. Nous avons écrit une charte pour expliquer ce qu'on fait. Nous sommes allés dans les 11 classes de l'école présenter notre mission. La mission cantine est gérée par les élèves de CM2. Nous sommes 12 enfants dans la cantine. Un groupe mange à 11h30 et l'autre groupe est en salle. À 12h30, on inverse. Les 6 enfants ne sont pas tous au même endroit. 2 élèves sont postés au sel et aident à choisir la quantité de fruits et pains pour limiter le gaspillage alimentaire. 2 élèves marchent entre les tables et demandent aux élèves pourquoi ils n'ont pas aimé les plats. On propose aux élèves de goûter les plats et on leur demande de surveiller le bruit quand ils parlent. 2 élèves sont postés au tri sélectif. Ils aident les enfants à débarrasser leur plateau. Ils surveillent que les enfants fassent bien le tri. À la fin de chaque service, on participe à la pesée des déchets. Cette année, nous aurons une nouveauté. Nous porterons des t-shirts orange avec un logo dessiné par le CM2 de l'an dernier. Et voici la charte mission cantine qu'on a fait avec notre maîtresse. Il y a 7 étapes. La première, c'est être présente en salle pour observer et recueillir les avis des enfants. Accompagner les conseillers pendant le choix. Participer à l'éducation au goût. Contrôler le débarrassage des plateaux, tri des déchets, propreté des assiettes. Participer à la rédaction de l'enquête de satisfaction. Peser les déchets à la fin du service. Veiller au bien-être de ses camarades, environnement sonore et lumineux. Super. Franchement, bravo, vous avez assuré. On va essayer de récupérer cette charte. Margot, je sais pas ce que tu en penses. On va essayer de récupérer cette charte. C'est une super belle initiative. Ouais, et de la mettre à dispo. Alors, il ne reste même pas 10 minutes. Du coup, je vais encore prendre quelques questions, en tout cas quelques mains levées, et après, on va vous partager quand même la recette de fête, le dessert de fête que François-Régis nous a préparé. Joël Prince, alors je suis désolée pour toutes les autres questions qu'on n'aura pas pu prendre. Joël Prince, je sais pas si je prononce bien. On vous écoute. Bonjour. Vas-y, Gaëtan, tu expliques, Gaëtan. Bonjour. Montez dessus. Vous arrivez à nous entendre? Oui, on vous entend, allez-y. Montez les petits schtroumpfs, voilà.
La petite Alice a 2 choses à vous raconter. Vas-y, Nanette. Maman, on a acheté où ces légumes directement? Au maraîcher. Nous avons la chance d'avoir un maraîcher, nous, à Tucugnu, tout petit village. Ouais. Et donc, maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des légumes. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait encore, maman? Avec ses abeilles? Du miel. Maman a des légumes. Donc, nous avons la chance, nous, dans les petits villages, d'avoir voilà, le composteur dans la cour. Et donc, les mamans qui vont chercher directement les légumes chez le maraîcher. Et des mamans qui font même du miel. Hein? Bien chanceux. C'est bien, profitez-en. Bravo les enfants et bravo les mamans. Merci beaucoup. Le CM École Bonnour, du coup, à qui j'avais promis la parole tout à l'heure, à qui je ne l'ai pas encore donné. On vous écoute. CM École Bonnour, vous êtes là? Bon, alors du coup, l'école Heller. Là, je vous vois là, je vois les garçons s'agiter dans le fond. Allez-y, venez. Ah, mais finalement, c'est une jeune fille qui va venir nous parler. On t'écoute, coucou. Pourquoi on fait du gaspillage alors qu'on peut faire attention? Alors, pourquoi on fait du gâchis? Il faut que j'invite un psychologue la prochaine fois, François-Régis. Ouais, c'est vrai que quand on regarde cette situation, on se dit que c'est scandaleux et que c'est difficile à comprendre. Bah, c'est le résultat de l'évolution de nos sociétés, en fait. On s'est tourné vers une production alimentaire massive avec une industrie agroalimentaire qui produit beaucoup d'alimentation. Et c'est le résultat, entre guillemets, de nos sociétés riches. Aujourd'hui, on est allé trop loin dans le manque d'attention que l'on a pour tout ce que l'on produit. Et c'est ce qui, d'ailleurs, est en train de provoquer une grave crise écologique. Donc, il est urgent de réagir. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où on pensait que l'on pouvait consommer jusqu'à plus faim, jusqu'à plus soif, sans faire attention à rien, que tout était possible, que les ressources étaient infinies. Or, aujourd'hui, on est en train de payer l'addition de nos excès, de nos abus, et il faut très, très vite revenir en arrière et retrouver des comportements beaucoup plus responsables. Merci beaucoup. Alors, il s'avère que le temps passe à une vitesse folle, qu'on n'a pas réussi à prendre toutes les questions qu'on aurait voulu prendre. Mais d'un autre côté, on a eu plein de témoignages et c'est vraiment aussi important parce que vous voyez qu'en fait, il y a plein de possibilités, il y a plein d'options en fait qu'on peut prendre, plein d'astuces. On nous a posé la question de savoir si notre support de présentation dans lequel il y a encore des astuces justement allait être partagé. Donc, ce sera le cas dans la bibliothèque multimédia d'Edifice. Et puis, on va vous partager une petite vidéo parce qu'il y a autre chose dont vous pouvez vous aider, c'est justement des livres et des recettes. Margot, est-ce que tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît? Vous avez fait l'atelier cuisine avec qui? Sylvie. Alors moi je suis à Tsem, à la maternelle Fourtanier. On est resté bien propre, on n'a pas mis les doigts dans le nez. Et cet après-midi, du coup, ils vont goûter le résultat de ce qu'ils ont fait. Dans le cadre de l'anti-gaspi, quand on fait l'activité, on a les livres aussi en support pour les enfants. Donc ils se mettent à côté et ils peuvent comme ça, en même temps ils ont les livres, ils ont aussi des petits jeux en rapport avec l'alimentation. La première fois on a fait des cookies avec l'ingrédient secret qui était le pain qui était rassis. Voilà, donc voilà. Alors, bon, désolé pour toutes les questions qui ne sont pas répondues, mais du coup, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet avec un adulte et dans les conditions de sécurité habituelles quand on va sur Internet et qu'on a votre âge. N'hésitez pas à vous munir de livres, rencontrer des professionnels, parler avec vos cantiniers pour pouvoir mettre tout ça en place. Et puis surtout, parlez-vous entre classes. Apparemment, il y en a plein qui font des choses. Donc, vous avez déjà plein d'infos à partager les uns les autres. Alors, François-Régis, je me tourne vers toi pour conclure, qu'on finisse sur une note gourmande, puisque tu es mon spécialiste qu'on connaît. Est-ce que tu peux nous partager une recette de dessert de fête pour cette fin d'année? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai un exemple de recette qui est toujours assez sympa et qui fonctionne bien. C'est ce que j'appellerais un beurre de pomme. C'est faire une espèce de pâte à tartiner que vous allez étaler sur vos crêpes à la place d'une certaine pâte à tartiner d'une marque que je ne citerai pas. Mais quand vous faites par exemple une tarte aux pommes ou que votre maman, votre papa vous prépare une tarte aux pommes, en général, vous épluchez les pommes et vous vous retrouvez avec la peau des pommes et les trognons de pommes. Vous savez, le cœur des pommes où il y a les pépins. Et ça, en général, évidemment, ça finit à la poubelle. Ou moi, quand je le fais, ça finit la plupart du temps dans mon composteur. Mais il y a une solution
vraiment chouette pour redonner vie à ces déchets de pommes, c'est que toutes ces pelures de pommes, il faut environ les épluchures de 6 à 8 pommes, vous allez les faire revenir avec un tout petit peu d'eau dans une casserole où vous ajoutez un tout petit peu de sucre. Et vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, quand ça cuit, eh bien les peaux des pommes vont légèrement s'assouplir, les trognons également. Et ensuite, lorsqu'il n'y a plus d'eau du tout, vous en avez mis à peu près l'équivalent d'un petit verre, il faut vraiment couvrir dans la casserole les pelures de pommes à hauteur. Et lorsque le mélange est sec et que l'eau s'est évaporée, vous vous retrouvez avec une espèce de compote de pommes à laquelle vous allez ajouter du beurre. Vous pouvez rajouter, si vous aimez par exemple, un petit peu de cannelle ou d'autres épices. Et ensuite, avec un bras mixeur ou dans votre robot mixeur ou dans votre blender, vous allez mixer ces pelures et ces trognons de pommes que vous avez fait cuire avec un petit peu de sucre et un petit peu de beurre. Et vous allez vous retrouver avec une espèce de pâte à tartiner, de compote qui est assez épaisse, que vous allez pouvoir garder dans un pot pendant plusieurs semaines dans votre frigo. Et cette crème de pomme qui a un super bon goût de pomme, eh bien vous pourrez tout simplement vous en servir pour l'étaler sur vos crêpes, par exemple, ou sur les tartines du matin, ou dans un yaourt. Et donc, voilà une très bonne façon d'utiliser toute la pomme, c'est-à-dire les quartiers de pomme et la pulpe pour faire une tarte ou une compote, et les épluchures et les trognons qui finissent d'habitude à la poubelle pour en faire justement ce fameux beurre de pomme. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Margot. Je te laisse quitter le partage d'écran. Merci beaucoup, François-Régis, d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette conférence. Merci à Edifice et à la ville de Toulouse de nous avoir invités. La conférence sera en replay, hein, donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de noter la recette, vous pourrez la retrouver. Merci aux enseignants, aux enseignantes, aux enfants. Désolée pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il faudrait des conflits de 2 heures, en fait, pour répondre à toutes vos questions. Mais on compte sur vous pour aller chercher les réponses et les partager. Et comme on se reverra pas avant janvier, on vous propose, d'abord, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui les fêtent. On vous souhaite en tout cas une très belle année prochaine. Et pour conclure, on vous propose d'ouvrir les micros et de se dire au revoir comme on a l'habitude de le faire en criant. Salut à toutes, salut à tous. La technique. Quand je mets une vidéo, ça marche. Allez. Au revoir. Allez, salut.